Bon avant-midi à tous, ici Marianne Audet et bienvenue sur les ondes de Radio UQAM. Aujourd'hui en manchette, les chauffeurs de taxi entrent en grève. Une enquête s'est ouverte sur la mort d'une jeune femme décédée après avoir attrapé une maladie grave à l'hôpital et retour sur l'assassinat d'un couple âgé en Floride. La grève des taxis risque de causer beaucoup de problèmes de circulation aujourd'hui, n'est-ce pas, Alexandra? En effet, depuis 7 heures ce matin, des chauffeurs de taxi en colère sont sortis dans les rues à travers le Québec afin de montrer leur mécontentement face au projet de loi 17 du gouvernement Legault. À Montréal, ils ont ralenti la circulation sur les grands axes routiers, notamment sur l'autoroute métropolitaine et à l'aéroport Montréal-Trudeau. Ils se sont finalement arrêtés devant les bureaux du ministère des Transports du Québec, bloquant le boulevard René-Lévesque-Ouest dans les deux directions sur plusieurs centaines de mètres. Le projet de loi 17 a été présenté le 20 mars dernier par le ministre des Transports, François Bonnardel. Comment cette loi affectera-t-elle l'industrie du taxi? Avec ce projet de loi, M. Bonnardel vise à moderniser l'industrie du transport rémunéré de personnes par automobile. Pour ce faire, il devra effectuer une déréglementation de l'industrie du taxi. Ainsi, les chauffeurs n'auront plus besoin d'obtenir un permis de conduire de la classe 4C et d'avoir un véhicule muni d'une plaque d'immatriculation T, qui est normalement loué à quelques centaines de dollars par semaine. Il prévoit également l'abolition des permis de taxi et la fin des territoires de desserte. À ce sujet, je vous laisse entendre Stéphane Dionne, directeur de Taxi 800 à Rimouski. Ouais, on perd notre retraite, tout ce qu'on a investi là-dedans, parce qu'on nous ont obligés d'acheter des permis. On a acheté de bonne foi et puis on dit, qu'est-ce qu'on vous a obligé d'acheter? J'ai pas personne n'a eu besoin. Rappelons qu'à Rimouski, un permis de taxi peut coûter jusqu'à 90 000 $ et jusqu'à 150 000 $ à cette île. Pour compenser ces pertes, M. Bonnardel prévoit offrir 500 millions de dollars aux chauffeurs de taxi, mais pour eux, ce n'est nettement pas assez. Pour des entreprises comme Uber, il s'agit d'une bonne nouvelle, n'est-ce pas? En effet, la déréglementation de l'industrie du taxi amène en retour une régularisation des activités d'Uber ou d'entreprises similaires. En permettant une tarification dynamique, M. Bonnardel espère offrir aux clients plus de services, plus de concurrence et plus de transparence dans les prix. Selon lui, le projet de loi offrira un environnement réglementaire moins lourd, des économies dans les coûts d'opération et une équité entre tous les joueurs de l'industrie. Pour Stéphane Dionne, le nouveau projet de loi avantage nettement Uber au profit des chauffeurs de taxi. On est convaincus qu'il a marché pour les deux, mais qu'on fasse un beau projet de loi qui soit équitable pour les deux, pas qui favorise un qui défavorise l'autre. Là, c'est ça présentement. Dans l'espoir de calmer les tensions, M. Bonnardel rencontrera les représentants de l'industrie demain. Merci, Alexandra. La sécurité de résidents d'un parc de maisons mobiles en Floride est compromise, Patricia. Une enquête est présentement en cours depuis 2 jours dans le parc de maisons mobiles Gold View Estates à Pompano Beach, alors qu'un couple de Québécois y a été retrouvé mort dans leur maison saisonnière. Il s'agit d'une mort suspecte selon le service de police du comté de Broward. La macabre découverte a été faite par leur voisine quelques jours suivant le crime. De multiples enterrés par effraction ont déjà été signalés dans le passé, mais jamais de crimes d'une telle violence ont été commis. Les résidents du parc ont récemment interpellé le propriétaire afin que la sécurité soit augmentée, notamment par l'ajout d'une clôture. Nous attendons de plus récentes informations pour faire le point. Une annonce importante a été faite concernant l'itinérance lundi. Près de 5 800 personnes sont en situation d'itinérance au Québec. C'est ce que montre le premier dénombrement national des personnes itinérantes fait en 2018. En compilant les réponses de près de 4000 questionnaires, le rapport fait le point en montrant les causes qui mènent à l'itinérance et les principaux besoins de cette population. La ministre de la Santé, Danielle Mécan, croit que ces données sont essentielles pour comprendre et résorber la crise. Il est nécessaire de bien connaître la situation avant d'apporter des réponses concrètes à leurs besoins. Ce volet de dénombrement consistait à documenter l'utilisation des lits d'urgence et des lits de transition dans les ressources d'hébergement accueillant les personnes en situation d'itinérance. Sur les 11 régions visées par le dénombrement, Montréal est la plus touchée. Elle accueille à elle seule un peu plus de 50 % de la population itinérante. La ministre responsable de la métropole, Chantal Rouleau, espère que ces données permettront de faire un suivi plus serré de la situation. Au plan régional, ces informations, en complément avec d'autres indicateurs, seront très utiles pour orienter l'organisation des services selon la situation actuelle sur le terrain et les besoins qui sont exprimés. D'ailleurs, Québec et Ottawa négocient afin de revoir les sommes versées aux organismes. Les conclusions de ces négociations viendront d'ici les prochaines élections fédérales. C'était Marianne Audet
à Montréal. Marguerite, le rapport Mueller, chargé de l'enquête sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine de 2016, est sorti hier soir après 675 jours d'investigation. Ouverte au départ par le FBI et puis par la suite supervisée par Robert Mueller, procureur spécial au département de la justice des États-Unis, l'enquête sur les relations entre le président Donald Trump et la Russie est terminée. Le rapport de celle-ci a été rendu hier soir par le procureur général des États-Unis, William Barr, par le biais d'une lettre de 4 pages résumant le rapport. Qu'apprenons-nous dans ce rapport? Le rapport Mueller présente beaucoup de choses, mais ce qui ressort du lot est l'implication de la Russie dans la dernière campagne présidentielle. On y prouve que le principal service de renseignement de l'armée russe a piraté les réseaux informatiques démocrates en plus du compte de messagerie privée du président de la campagne, Clinton. Ils ont aussi publié via Wikileaks des dizaines de milliers de courriels volés. On y explique aussi que la Russie s'est interposée dans la campagne en utilisant des faux comptes sur les réseaux sociaux pour manipuler et influencer des électeurs potentiels. Les Russes seront d'ailleurs accusés pour ces infractions, n'est-ce pas? Oui, en effet. Mais quelles sont les conclusions du côté de M. Trump? M. Barr indique dans sa lettre envoyée hier soir que, et je cite, « L'enquête ne peut pas établir que les membres de l'équipe de la campagne de Donald Trump ont conspiré ou collaboré avec le gouvernement russe dans son interférence dans l'élection. » Ainsi, le rapport ne disculpe pas le président et ne mentionne aucun délit susceptible d'entraîner à des poursuites judiciaires sur le fondement de l'entrave à la justice. Les preuves contre M. Trump ne sont donc pas assez fortes pour le conduire en justice. Et quelles ont été les réactions des démocrates? Insatisfait est le meilleur mot pour désigner les démocrates à l'heure qu'il est. En effet, les démocrates sont mécontents et se demandent pourquoi ils ont eu accès qu'à seulement un résumé de 4 pages du rapport qui a été rédigé au terme de presque 2 ans. 6 présidents de la commission de la Chambre des représentants dirigée par les démocrates clament que le rapport de M. Barr répond à autant de questions qu'il en soulève et demandent donc à M. Barr de publier le rapport de Mueller dans son intégralité d'ici le 2 avril. Merci Marguerite Morin. Une fin de carrière se terminant sur une note positive dans le monde du sport. Un résultat au-delà des espérances pour Alex Harvey au final de la Coupe du monde de ski de fond alors qu'il s'agissait de sa dernière course. Le fondeur de 30 ans s'est offert la médaille d'argent aux 15 km style libre dimanche dernier sur les plaines d'Abraham. Après avoir également remporté la médaille d'argent la veille aux 15 km style classique, Alex Harvey mentionne qu'il s'agit de la plus belle façon de terminer sa carrière à la maison. Il aura également signé le meilleur temps du jour dimanche avec un temps de 28 minutes 15,4 secondes. Fin de semaine productive pour le Canadien de Montréal qui disputait deux matchs en 2 soirs. Le tricolore récolte 3 points sur une possibilité de 4 ce week-end de 2 matchs en 2 soirs. Une victoire concluante de 7-4 contre les Sabres de Buffalo samedi soir et une défaite en prolongation hier au compte de 2-1 contre les Hurricanes de la Caroline. Avec 6 parties à jouer et occupant le 8e rang de l'Association de l'Est, la troupe de Claude Julien se bat d'arrache-pied pour une place en séries éliminatoires, jouant ainsi du coudre avec les Hurricanes de la Caroline et les Blue Jackets de Columbus, qui sont respectivement 7e et 9e dans l'Est. Le tricolore se rendra à Columbus pour disputer un match décisif jeudi soir. Entre-temps, le CH recevra les Panthers de la Floride au Centre Bell demain. Une femme est morte du méningocoque à l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal en fin de semaine et son décès a suscité beaucoup de peur. Patricia en fait le point. L'hôpital a été bombardé d'appels suite à l'événement, selon l'agente administrative de l'hôpital Sacré-Cœur, Amélie Bureau. Il y a une controverse entre ce qu'il se dit sur Internet et ce que les professionnels affirment. Plusieurs sites expliquent que de petits contacts, comme le fait de partager une bouteille d'eau, un rouge à lèvres ou une cigarette, peuvent transmettre l'infection. Par contre, il est important de s'informer auprès des bonnes sources. Les médecins microbiologistes confirment que l'infection se transmet seulement par contact direct, comme un rapport sexuel ou une grande quantité de salive ou de mucus. On a beaucoup entendu parler du méningocoque, mais qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des bactéries situées dans les voies respiratoires qui peuvent provoquer 2 maladies graves. La méningite, qui est une infection bactérienne grave de la membrane du cerveau et de la moelle épinière, et la septicémie, qui est une infection grave du sang. Une personne atteinte qui n'est pas prise en charge rapidement pourrait mourir en seulement quelques heures. Le tiers des patients qui seront atteints pourraient subir une perte auditive, des lésions cérébrales ou des convulsions. Dans le cas où une
une personne aurait subi une infection du sang, il pourrait y avoir une possible amputation d'un membre. Comment une personne peut-elle savoir si elle est atteinte? Il est parfois difficile de diagnostiquer la maladie puisque les premiers symptômes sont parfois similaires à ceux d'un rhume ou d'une grippe, mais elle évolue très rapidement. Environ 200 cas surviennent chaque année au Canada. Certaines personnes auront les bactéries sur eux sans jamais le développer, mais pourraient le transmettre. Par contre, il faut savoir qu'il existe un vaccin préventif contre le méningocoque. Les enfants se font généralement vacciner entre 2 et 12 mois, puis un rappel est possible vers 12 ans. Les professionnels conseillent d'être toujours à jour dans les vaccinations pour éviter d'entrer en contact avec les maladies graves. Merci beaucoup, Patricia. Une pénurie d'infirmières en Abitibi-Témiscamingue engendre la fermeture de l'unité de natalité à l'hôpital de Lassar. Un reportage d'Annie Saint-Jacques. L'Abitibi-Témiscamingue affiche le taux de chômage le plus bas au Canada et le domaine de la santé ne fait pas exception. À l'heure actuelle, ce sont plus de 134 femmes de la région qui devront voyager entre 1 à 2 heures pour aller accoucher dans les villes voisines d'Amos ou de Rouen. La docteure de l'hôpital de Lassar, Kim Beaurecord-Lepage, soulève que la situation était prévisible. La détérioration ainsi que la surcharge de travail des infirmières ont mené à un nombre record de congés de maladie pour dépression ou burn-out. Yves Desjardins, PDG du CI3S de l'Abitibi-Témiscamingue, explique que 2 infirmières doivent accompagner le médecin lors de l'accouchement afin que le département de naissance demeure ouvert. Il affirme qu'un recrutement rapide d'infirmières devrait mener à la réouverture de l'unité de natalité d'ici les 2 prochains mois. Du côté de la population, un climat d'animosité règne. Une pétition qui réclame la réouverture immédiate du département recueillant plus de 4000 signatures circule. Le maire de Lassar, Yves Dubé, déclare que la fermeture de l'unité nuit à l'embauche du personnel médical. Les conditions de travail des infirmières devraient être révisées et adaptées afin d'inciter les Québécois à venir s'installer en Abitibi-Témiscamingue. Ici Annie Saint-Jacques, Lassar. L'Organisation des Nations unies a fait l'annonce lundi d'une tragédie qui a touché plusieurs civils en Afghanistan. Ce sont 13 personnes qui sont décédées, dont 10 enfants, dans la nuit de vendredi à samedi à la suite d'un bombardement des forces militaires internationales en Afghanistan. Un porte-parole de la mission de l'OTAN a déclaré à l'agence France-Presse qu'une enquête était en cours, puisqu'en ce moment, seules les forces afghanes et les Américains y effectuent des opérations aériennes. Les premières informations révèlent que les enfants faisaient tous partie de la même famille élargie. Ils avaient déjà été déplacés en raison des combats ailleurs dans le pays. Merci d'avoir été à l'écoute. C'était Marianne Audet pour votre bulletin d'avant-midi sur les ondes de Radio UQAM. Bonne journée!